Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Donc aujourd'hui, on a décidé d'utiliser le thème contrôle de pyramide. Donc de mon côté, je défendrai le jeu Ankh Gods of Egypt. Et toi Sam? Moi je vais vous parler du jeu Kemet. Avant de commencer tout ça par contre, j'aimerais faire une petite salutation au pub ludique L'Emprise de Saint-Hyacinthe. Moi et ma copine, on est allé faire un petit tour en soirée il y a quelques semaines. Et on a bien apprécié notre expérience. On a un étage où est-ce qu'on a justement le pub ludique où on peut regarder des jeux. Ils ont une collection d'au-dessus de 600 jeux disponibles qu'on peut emprunter. Quand même. Oui, puis une bonne partie de ces jeux-là peuvent aussi être achetés si jamais vous avez assez aimé le jeu pour vouloir le posséder. Et si vous êtes intéressé par les escape rooms, ils possèdent aussi un escape room dans le fond à l'étage supérieur. Donc, un petit coucou aux gens de l'emprise. Vous allez jouer à quoi? J'étais avec ma copine, nous autres on joue à des jeux plus simples d'habitude quand on est juste nous autres. On avait aussi une amie, mais c'est ça, on a gardé ça simple. On a joué à Game of Thrones, Hand of the King. On a joué à Cockroach Poker et on a joué à Unlock version Star Wars. Ah, nice. Mais, malheureusement, ces trois jeux-là, c'est trois jeux dont on a déjà parlé, fait qu'il va falloir que t'en trouves d'autres. Ah, toujours trouver des nouveaux jeux, c'est pas évident. Mais bon. Donc, Sam, je vais te laisser commencer. Ouais, ça va te donner le temps de t'en trouver un autre. Donc, j'ai joué au jeu Dice Throne de Nate Chatelier et Manny Tremblay, publié aux éditions Mind Boggling Games. J'ai joué une des boîtes de la saison 1, parce qu'il y a maintenant 2 saisons de sortie. Sans compter la version Marvel de Dice Throne? Oui. Mais moi, j'ai joué la version médiévale fantastique, si on veut. Donc, Dice Throne, c'est un petit jeu de confrontation basé sur des dés et des cartes. Le principe de base, c'est le même principe que le Yadi. Donc, on va avoir 6 dés, on va les brasser, puis on peut en rebrasser jusqu'à 3 fois. Soit toutes les rebrasser ou en sélectionner quelques-uns qu'on veut garder puis rebrasser les autres. Donc, un principe assez simple que tout le monde connaît. Puis le but, c'est d'aller chercher soit des suites, soit des triples ou des quadruples, des mêmes symboles ou des combinaisons de symboles bien précises qui vont fitter avec notre tableau de jeu. Dans le fond, chaque joueur va avoir comme son personnage unique. Moi, je jouais le pyromanceur, donc une espèce de magicien de feu qui faisait des méga grosses attaques explosives. Puis je jouais contre un Shadow Thief, donc un espèce de voleur qui pouvait essayer de venir me voler de mes ressources, parce qu'on a comme une espèce de petite ressource qu'on gagne passivement à chaque tour, puis qu'on peut aussi, dépendamment des habilités qu'on trigger à notre tour, on peut en accumuler plus. Et puis ça, c'est comme des espèces de points de mana, puis dans le fond, le voleur pouvait me voler mes points de mana, puis à quoi que servent ces points de mana-là, c'est pour jouer des cartes. Parce qu'on a une main de cartes, puis à chaque tour, on va en piger un peu plus. Ben, une de plus, en fait. Puis ces cartes-là, ça va être soit des pouvoirs d'utilisation uniques qui vont nous permettre de modifier les résultats des dés, par exemple. Ce genre de choses-là. Et il y en a d'autres qu'on va mettre sur notre tableau qui vont améliorer un de nos pouvoirs qu'on peut déclencher avec nos dés. Fait que soit que ça va nous prendre moins de dés pour le déclencher, ou soit que quand on le déclenche, il va avoir un effet plus puissant, il va faire plus de dommages, ou nous permettre de piger plus de cartes, ou d'accumuler plus de mana, ou ce genre de trucs-là. Chaque personnage a un peu comme sa petite gimmick, là. Comme moi, mon Pyromancer, il pouvait rajouter des statues à l'ennemi. Donc je pouvais le mettre en feu, fait comme ça il se prenait un peu de dégâts à tous les tours, ou je pouvais le stunner carrément pour qu'il soit obligé de dépenser du mana ou sauter son prochain tour. Ou j'avais aussi des effets que je pouvais me mettre à moi-même, donc il y avait comme une espèce de mastery. Là, plus j'en avais, plus certaines attaques étaient fortes, là, ils faisaient des dommages. Fait que c'est ça, à ton tour, tu brasses tes dés, tu choisis la combinaison qui fit le mieux, tu peux essayer de pousser ta luck puis de courir après les attaques plus fortes qui sont plus difficiles à avoir. Il y en a qui... Certains symboles, ils reviennent plus qu'une fois sur ton dé, d'autres non. Plus, mettons avoir 6 dés avec le même symbole qui est là une fois sur 6, ben ça te fait comme ton ultimate mega power, mais tu sais, les chances que t'aies ça sont plutôt faibles sans avoir des cartes pour t'aider, tu sais.
Puis c'est ça, tu joues tes cartes, t'attaques l'autre, puis ça se joue quand même assez vite. Là, c'est le premier qui réussit à réduire les points de vie de l'adversaire à 0 qui va gagner. C'est ça. Il y a une boîte complète dans le fond qui est comme la saison 1, mais tu peux acheter aussi des boîtes où il y a juste 2 personnages, puis tu peux les combiner entre eux autres plus tard. Ouais, c'est ça. C'était juste une boîte pour essayer. Ben, tu vas tout le temps avoir les 2 mêmes personnages, évidemment, mais si t'en achètes 2 ou 3 autres, ben là, tu vas pouvoir mix and match. Puis il y a moyen de jouer en multijoueur aussi, là, mais c'est pour ça que je le recommanderais. Là. J'étais à une soirée de jeu public quand j'ai joué à ça. Nous, on a joué une petite game à 2. Puis à peu près en même temps ou un peu après, il y a une autre gang qui s'est partie une game à 5. Puis on a eu le temps de faire notre game, de jouer à un autre jeu, puis de les attendre 20 minutes avant qu'ils finissent leur game. Ok, fait que c'était quand même long, là. Puis l'autre jeu, j'ai trouvé qu'il était un peu long aussi, fait que c'est ça. En tout cas, moi, à 5, je me serais tanné. Ouais, surtout que c'est vraiment, tu sais, tour par tour, là. C'est pas tout le monde qui fait ses tours en même temps. Non, c'est ça, c'est tour par tour. Puis tu sais, surtout au début, moi, je connaissais pas pantoute les personnages. Fait qu'il fallait que je prenne le temps de tout lire mon tableau, que c'était quoi mes attaques possibles, que je lise toutes les cartes une par une à mesure que j'ai pigé. Fait que tu sais, ça allait pas si vite que ça. Vers la fin, tu sais, ça roule un peu plus, là, mais quand même. Ça roule. Je voulais pas plus de dés, par exemple, là, mais oui, ça roule plus. Pis c'est ça, j'imagine que si t'as déjà joué au jeu, ben, tu sais, tu peux te claquer une game en 10-15 minutes, là. Puis il y a aussi une expansion qui rajoute un mode co-op, où ce que tu joues contre un boss. En fait, contre plusieurs boss, comme une petite campagne, là. Il y a comme 0 narration, là, mais comme peut-être des scénarios qui deviennent de plus en plus tough. Semble-t-il que c'est un bon défi. Donc voilà pour Dice Throne de Nate Chatelier et Manny Tremblay, et publié par Mind Boggling Games. Toi, Vince, à quoi t'as joué récemment? De mon côté, j'ai récemment joué à King Domino, designé par Bruno Catala, et qui a été publié par Blue Orange. Donc, King Domino, comme le nom le dit, ça va impliquer des tuiles qui ont l'air de domino. Et il va falloir les placer de certaines façons pour maximiser nos points. Donc, à notre tour, on va piocher une tuile qui est comme l'équivalent d'un domino, qui est séparé en 2 et qui peut comporter un des 6 types de terrains sur chacun des côtés du domino. Puis on peut avoir 2 fois le même terrain, il n'y a pas de problème. Donc on a des champs de blé, des prairies, de l'eau, des forêts, des marais, puis des mines. Puis dans le fond, il faut agencer ces dominos-là autour de notre château pour essayer de faire la zone la plus grande possible, contiguë, d'une même sorte de terrain. Dans le fond, c'est essayer de faire, mettons, le champ de blé le plus grand, puis que dans ce champ de blé-là, on ait une couronne. Ouais, en fait, le plus de couronnes possible. Le plus de couronnes, puis le plus d'espace possible. Parce qu'en fait, comment on fait des points dans ce jeu-là, c'est qu'on multiplie le nombre de cases d'un terrain donné par le nombre de couronnes qu'il y a dans ce même terrain. Fait qu'il faut faire des grosses zones avec beaucoup de couronnes pour essayer de maximiser nos points. Puis la twist, en fait, c'est que les 6 terrains sont pas distribués également sur les dominos. Il y en a qui sont plus communs que d'autres. Mais d'habitude, ceux-là vont avoir moins de couronnes. Exactement. C'est ça. Entre autres, on a les mines qui ont souvent 2 ou 3 couronnes, mais ils sont beaucoup plus rares. Fait que t'es pas capable de te faire un très gros terrain. Puis à l'inverse, on a des champs de blé qui en a vraiment beaucoup, puis qui ont moins de couronnes. Fait qu'il faut un peu construire notre royaume. Oui, notre royaume, en fait, de façon à maximiser nos points. On a aussi une contrainte supplémentaire, c'est parce qu'il y a moyen de faire des points de plus si on est capable de faire un carré parfait autour de notre château. Fait qu'on a un peu cette dynamique-là aussi à prendre en compte, parce qu'il faut pas juste... si on voit qu'on a de la misère, dans le fond, à fermer certains types de terrains, on peut essayer de miser sur le fait qu'on va faire 5 points si on réussit à faire un carré parfait, puis on fait un 10 points supplémentaires si on est capable de mettre notre château au milieu de ce carré-là. Donc c'est ça, c'est un jeu qui est pas trop compliqué à jouer, qui est quand même simple, qui est quand même un casse-tête intéressant. Je pense que c'est un jeu qui peut être intéressant pour des gens qui vont débuter. Ouais, c'est facile à montrer à des débutants, puis il y a quand même assez de puzzle pour intéresser les gamers plus aguerris. C'est ça. C'est un jeu aussi qui est sur Board Game Arena. Moi, j'y joue beaucoup là-dessus en tour par tour. J'aime bien faire des 1 contre 1 parce qu'à 2 joueurs, on peut jouer au lieu de faire un petit carré 5 par 5 comme dans une partie normale, on peut faire un gros carré de 7 par 7 pour plus te casser la tête pour mettre ton château au milieu puis remplir ton royaume comme il faut, parce que c'est plus facile de se laisser un trou par mégarde, parce que on se rend compte que finalement, peu importe comment qu'on place nos tuiles, ça va dépasser d'un côté, là.
Ouais, c'est ça, parce qu'on peut penser que ça va bien aller puis qu'on veut que notre tuile sorte, mais on voit un certain nombre de tuiles à l'avance, donc on sait qu'est-ce qui s'en vient. Fait que des fois, on peut miser sur le fait qu'on va pouvoir prendre cette tuile-là parce que l'autre joueur n'en veut pas, mais des fois, ça se peut qu'il en prenne pareil. On se fait couper l'herbe sur le pied, mais moi, je vais surtout dire, tu sais, oui, on vise de faire un carré 7 par 7, mais on n'a pas le droit d'avoir une ligne qui fait 8, là. Ouais, non, c'est... Fait que si t'es rendu à 7, ben tu peux pas comme te rendre à 8 puis pas faire un carré parfait, là. Tu vas avoir un trou dans ton royaume, fait que tu perds des points, parce que non seulement ton royaume sera pas complet, mais en plus t'as moins de tuiles dedans, fait que t'as moins d'occasion de faire de points. Puis aussi, quand on place nos tuiles, en fait, il faut toujours qu'ils soient adjacentes à une tuile du même type qui est déjà sur le plateau. Fait que on arrive des fois en fin de partie que si on n'a pas bien placé nos tuiles, qu'on soit pas capable de placer aucune des tuiles qui est disponible, puis on est obligé de l'acheter. Ouais. C'est un peu fâchant quand ça t'arrive. Mais ça arrive. Donc c'est ça, c'était King Domino de Bruno Catala et Blue Orange Games. Finalement, moi, un autre jeu auquel j'ai joué récemment, c'est le jeu Paper Dungeon, a Dungeon Crawler Game. Ou en français, Une mine d'aventure. c'est vraiment fantastique comme nom, j'adore ça. Ouais, bon, la version anglaise, ça allait, là. Le français, la mine d'aventure. Ah. J'aime bien. Donc, c'est un petit jeu de style roll and ride, donc roule et écrit. Je sais pas s'il y a une traduction officielle de ce type de jeu-là, mais c'est le type de jeu où on roule des dés, puis on fait des crochets, on écrit des trucs sur une feuille de papier à côté pour noter la progression. C'est ça. Fait qu'au début de la partie, chacun reçoit sa petite feuille de papier, on a notre donjon, on va piger une carte qui va nous dire de rajouter des murs à certaines places dans ce donjon-là pour changer la partie un peu. Ça, c'est vraiment sur la feuille, on a un petit dessin, dans le fond, qui représente le donjon, fait qu'on dessine au final le donjon sur notre feuille. Ouais, c'est ça, il y a des murs qui sont déjà là, il y a des monstres qui sont dedans, puis nous on rajoute des murs de plus dans ce donjon-là, puis tous les joueurs vont avoir le même donjon. Puis on va aussi ajouter des emplacements 1, 2, 3 qui vont être comme les 3 boss que notre groupe d'aventuriers veut aller combattre dans ce donjon-là. Puis un tour de jeu, comment ça va fonctionner, c'est qu'il y a un joueur qui va brasser les 6 dés, puis il y a la moitié des dés qui sont blancs, l'autre moitié qui sont noirs, puis on va repêcher 3 de ces 6 dés-là à chacun de nos tours. Puis là, dépendant de sur quelle face le dé est tombé, mais ça va dicter un peu c'est quoi les actions qu'on peut faire avec ces dés-là. Il y a 4 de ces faces-là qui peuvent être utilisées pour faire monter de niveau, dans le fond, les aventuriers de notre groupe. Tout le monde a 4 aventuriers, là, un guerrier, un prêtre, un voleur, puis un magicien. Puis, dans le fond, notre force de combat, c'est toujours, puis nos points de vie, c'est toujours égal au total des niveaux de nos 4 aventuriers. Puis chacun de ces aventuriers-là va avoir un dé qui est associé, puis qu'on peut utiliser pour faire monter de level cet aventurier-là. Puis quand il arrive au niveau 4, chacun va nous donner un petit pouvoir particulier. Comme le guerrier, il nous rend meilleur pour combattre les boss. Le magicien, il permet d'ignorer la couleur des dés, parce que, dans le fond, je l'ai pas dit, mais chaque aventurier a comme sa couleur. En début de partie, on choisit au hasard, mettons, toi, ton guerrier puis ton magicien vont être blancs, puis tes 2 autres vont être noirs, puis moi, ben, ça pourrait être mon guerrier puis mon prêtre qui sont blancs. Fait que pour faire monter ces personnages-là, faut que j'utilise un dé de cette couleur-là. Sauf si mon magicien est assez haut niveau, ben là, il peut faire de la magie puis faire monter tout le monde de niveau. Exactement comme dans Donjon Dragon. C'est exactement comme ça. Pour ceux qui ont déjà joué, vous reconnaissez exactement la mécanique. C'est ça. Le prêtre, dans le fond, lui, il permet de combattre les morts-vivants parce qu'il y a comme un des symboles sur le dé qui fait juste te faire des dommages. Puis là, si ton prêtre est assez haut, ben t'ignores ces dommages-là parce qu'il peut te soigner. Ça marche pour automatiquement. Puis le voleur, je me rappelle même plus c'est quoi son habilité. Mais bref, c'est pas vraiment important. À chaque tour, on va utiliser les dés pour faire monter nos personnages de niveau, avancer dans le donjon. N'importe quel dé peut être utilisé pour avancer de 2 cases. Puis il y a certaines phases de dés qui permettent d'avancer de 3. Puis là, quand on se promène dans le donjon, on peut tomber sur des pièges, ça nous fait des dégâts. On peut ramasser des potions, qui vont nous rajouter plus de vie, et qui vont aussi nous rajouter des bonus si on en pogne un certain nombre. On peut récupérer des objets. Puis là, quand on récupère 2 cochages d'objets, si on veut,
ben ça nous donne un objet, puis qui est un bonus permanent ou un one-shot qu'on peut utiliser pour ça donner des coches ailleurs, pour marquer plus de points, ou améliorer nos personnages, etc., etc. Puis là, on va avoir un certain nombre de rondes, dans le fond, pour se rendre à l'endroit où ce que les boss sont. Fait que, dès le début, on sait, le boss numéro 1, il est à telle case. Fait que, après le 3e tour, on combat ce monstre-là. Fait qu'il faut absolument que j'aille au moins passer par cette case-là. Je suis pas obligé d'être arrêté dessus exactement, mais tant que je suis passé par là, c'est correct. Puis à ce moment-là, on va comparer notre force de combat avec tous les autres joueurs. Celui qui a le plus haut va gagner un petit bonus de plus. Puis le boss a aussi, dans le fond, 3 paliers, si on veut, de force de combat. Puis là, plus on est haut, plus on fait de points en le battant, puis moins on se prend de dégâts. Parce que les dégâts, dans le fond, plus on s'en prend, plus on perd des points. Puis si jamais on en prend plus que nos points de vie, alors on meurt carrément, puis ça nous donne un gros malus en fin de partie. Puis, on peut continuer à jouer, mais mettons que nos chances de gagner la partie sont fortement diminuées. Puis c'est pas mal ça, là. Il y a différents types de sbires, dans le fond, dans le donjon. Plus on en bat, plus ça a une valeur de points en fin de partie. Puis pour les battre, il y a comme 4 types différents de sbires, puis c'est nos 4 classes de personnages qui nous aident à battre ces sbires-là. Donc il y en a un pour chaque. Puis pour le battre, faut que mon personnage associé soit au moins du niveau du sbire. C'est pas le cas, dans le fond, tu fais juste prendre des dégâts de plus de la différence. À ça, on ajoute, il y a comme 3 objectifs, puis dans le fond, quand t'es le premier joueur à le faire, tu fais ces points-là. Puis, si t'es le deuxième, aucun point. Mais si t'es plusieurs joueurs qui réussissent à le faire dans un même tour, ben là, tout le monde a les points. Puis t'as aussi des gems que tu peux ramasser dans le donjon, en passant dessus avec ton groupe, mais même principe, le premier qui passe dessus, c'est lui qui ramasse, qui coche sa feuille, ça vaut des points en fin de partie, puis les autres peuvent plus ramasser cette gemme-là en particulier. Sauf s'il la ramasse au même tour que toi. Fait que c'est ça, il y a un peu d'interaction qui vient de cette course aux gemmes puis aux objectifs-là, mais sinon ça reste quand même assez solitaire en multijoueur, si on veut. Là. Chacun en parallèle, on commence tout avec le même donjon. On a une petite carte qui nous différencie, là, qui nous donne un petit bonus, qui peut soit valoir des points, comme moi, c'était des points négatifs, mais ça me permettait de monter 2 aventuriers de 1 niveau chacun. C'était plus facile à partir au début. T'avais un petit avantage que les autres avaient pas en début de game. Ouais. Donc, je pense que ça fait le tour pour Paper Dungeons, un jeu designé par Leandro Pires et publié aux éditions Meeple Bear ou Meeple Brr. Meeple Brr. Meeple Brr. Meeple Brr. Ouais. Meeple Bro. Donc, sur ça, je pense qu'on arrive à l'étape du duel. Donc, comme on disait, cette semaine, le duel est sur la thématique contrôle de pyramide. Donc, en fait, c'est des fameux jeux de contrôle de pyramide. Ben oui, mais en fait, c'est tout approprié parce que c'est 2 jeux de contrôle de territoire avec une thématique égyptienne. Donc, de mon côté, je vais défendre le jeu Ankh, God of Egypt. Je sais pas si c'est Ankh, j'ai toujours de la misère avec ce mot-là. C'est Ankh. C'est possible. Ankh. 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 En tout cas. Ankh, en tout cas. Donc, donc c'est un jeu, en fait, c'est un jeu qui a été designé par Eric Lang et qui a été publié par Simon Games. Eric Lang ou Eric Lang? Oh non, là. Donc, il fait partie de la trilogie de Eric Lang et Adrian Smith qui ont fait ensemble Blood Rage, Rising Sun et, plus récemment, Ankh, God of Egypt. Donc, on a une espèce d'esprit qui suit tout ça. Donc, c'est des jeux de contrôle de territoire mythologique. Mais ils ont tous un petit côté euro. Tu sais, c'est pas... Tu passes plein de dés pis tu te tapes sa gueule là, dans aucun de ces 3 jeux-là. C'est vrai. Donc, dans un God of Egypt, l'Égypte est en pleine transition. Va passer d'un mode religieux polythéiste à un ordre religieux monothéiste. Et les dieux qui survivent doivent se battre pour savoir lesquels vont survivre à cette transition-là. En fait, lequel va être le dernier dieu d'Égypte.
si jamais il y en a un, parce qu'il est possible aussi que tout le monde perde, et qu'au final, l'Égypte devienne athéiste. Donc, chaque joueur va incarner un dieu. Chaque dieu va avoir un pouvoir particulier, va avoir des armées, et son objectif, ça va être justement d'accumuler le plus de points possible, le plus de points de dévotion. Si à un moment dans la partie, un joueur réussit à accumuler 31 points de dévotion, peu importe à quel moment, dès qu'il frappe le 31, la partie se termine, ce dieu-là a gagné, c'est fini. La mécanique principale du jeu, ça va être sélection d'actions. Dans le fond, on a 4 pistes qui représentent les 4 actions qu'on peut jouer à notre tour. Fait que c'est pas un jeu où on a, c'est ça, 12 millions de possibilités lorsque c'est notre tour. On a littéralement 4 choix. On peut déplacer nos unités, invoquer des unités, récolter des followers, dans le fond c'est un peu la monnaie du jeu, ou on peut améliorer les capacités de notre dieu. Techniquement, quand c'est notre tour, c'est ces 4, on a le choix entre ces 4 actions-là. Mais on en fait 2. On peut en faire 2. Je vais revenir sur la twist plus tard, mais c'est ça. Au final, on peut faire jusqu'à 2 de ces actions-là. On est aussi restreint. Dans le sens où si on décide d'invoquer des unités, on peut pas les déplacer après. Dans le fond, les pistes d'action sont dans un ordre prédéterminé. Et on peut pas On peut pas backtracker. C'est ça, on peut pas faire des actions plus haut sur la liste de choix d'actions. Après une action plus basse. Exactement. Donc, c'est ça. Puis, en fait, les actions sont dans l'ordre dans lequel j'ai donné. Fait que déplacement, invocation, récolter des followers, améliorer nos pouvoirs. À chaque fois qu'on sélectionne cette action-là, on va avancer un marqueur, dans le fond, qui nous dit combien de fois cette action a été effectuée. Puis une fois qu'on arrive au bout de la piste, on déclenche un événement. Cet événement-là nous permet, dans un premier temps, si c'est un événement de contrôle de monument, il nous permet de prendre le contrôle d'un monument qui est adjacent à une de nos unités. Dans le fond, ça va augmenter notre influence sur la carte, ça va être une façon de faire des points, c'est d'avoir plus d'un type de monument dans une rive. Entre autres, c'est ça. Donc, c'est important de contrôler un peu quand est-ce que vont avoir là les événements parce que ils ont un impact important sur le plateau. Donc, on a ça, on a des événements que c'est prendre le contrôle de monuments qui peuvent être des obélisques, des pyramides ou des temples. Un autre type d'événement, dans le fond, qui est un événement assez majeur, parce que on va avoir, c'est ça, une série d'événements qui vont se passer comme ça. À mesure qu'on va jouer, on va avancer sur les pistes, on va déclencher des événements. La plupart, c'est ça, c'est des contrôles de monuments. Puis à un moment donné, on arrive à un conflit. Fait que là, quand on arrive à un conflit, celui qui va avoir déclenché le conflit peut prendre le jeton de bris d'égalité. Puis là, après ça, on résout les conflits dans toutes les régions de l'Égypte. Selon le scénario de départ qu'on va avoir pris, la carte va être divisée en différentes régions, puis qui vont au début être de 3 à 5 régions. Et donc, on résout les conflits dans les différentes régions dans un ordre prédéterminé qui est indiqué sur le plateau. Tous les joueurs qui sont impliqués dans le fond, qui sont présents dans la région dans laquelle le conflit démarre, sont impliqués. Chaque, dans le fond, unité qu'on va avoir dans cette région-là va compter pour 1 de force militaire. Et à ça, on va ajouter des cartes. C'est là aussi qu'on a une twist assez intéressante, c'est que tout le monde va avoir un deck de cartes pour les combats. Tout le monde a exactement le même deck de cartes. Une fois qu'on a joué une carte, celle-là va rester face visible sur le plateau, fait qu'on sait quel joueur a quoi dans sa main en tout moment. Ah, j'ai déjà vu ce système-là dans un autre jeu avant. On dirait que c'est comme une thématique récurrente, mais qui est quand même intéressante. Sûrement qu'ils se sont pas inspirés de Kemet du tout. Non, je dirais pas ça. Ces cartes-là vont nous ajouter des forces de combat ou vont avoir des effets particuliers. On a une carte qui va créer une espèce d'enchère où le gagnant va être le seul survivant. On va avoir une carte qui va nous permettre de construire un monument. Puis on la construit puis il nous appartient directement. Puis on résout ces 2 effets-là, admettons, en premier. Puis après ça, on va résoudre la majorité des monuments. Ça se dit bizarrement, mais dans le fond, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à compter des points. Dans le fond, on va regarder sur la région concernée comment sont distribués, admettons, les obélisques. Fait que celui qui a le plus d'obélisques sur le terrain va faire 1 point.
celui qui a le plus de temples va faire un point, celui qui a le plus de pyramides va faire un point. En cas d'égalité, il n'y a pas de points qui sont donnés. Puis après ça, on résout le conflit. On additionne le nombre d'unités survivantes si jamais il y a eu, selon les cartes qui ont été jouées. Puis on ajoute à ça la valeur de la carte. Puis le vainqueur tue toutes les unités dans cette région-là. C'est le seul qui va rester. Ben, la twist, c'est que chaque joueur a son dieu, puis lui ne peut pas mourir. Donc, même s'il y a Même si toutes les unités sur le terrain doivent mourir, les dieux vont quand même rester en place. Puis, classique Eric Lang, il y a une de ces cartes-là qui donne des points pour tes unités qui meurent dans le combat. Fait que comme ça, si tu sais que tu vas perdre, peu importe ce que tu fais, il y a moyen quand même de faire des points. Si tu t'attends à ce que quelqu'un joue la carte des enchères pour se sauver la peau, puis que tu t'attends à perdre l'enchère, ben tu peux quand même réussir à faire des points. Fait qu'il y a un peu de gestion de qu'est-ce que les autres vont faire, qu'est-ce qui va me favoriser. C'est du mind game, là. Ouais. Parce que si moi je joue telle carte, ben là toi t'es mieux de jouer telle carte, mais si moi je joue une autre carte à la place, ben t'as une autre option qui peut me contrer, puis dépendamment de qui choisit la bonne affaire par rapport à l'autre, il va gagner beaucoup, puis l'autre va mordre la poussière. Ouais. Puis là c'est plus du sable, fait que c'est pas le fun, là, ça brise les dents pis tout. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est la phase conflit. On résout, dans le fond, le conflit dans chaque région comme ça. Fait on peut être impliqué dans plus qu'un conflit. Puis, si jamais il y a une égalité, ben, tout le monde meurt, à moins que t'aies le jeton de bris d'égalité que tu peux utiliser une fois pendant toute la période de conflit pour pouvoir gagner en cas d'égalité. Quand tu gagnes, tu fais un point. Puis, c'est pas mal la phase conflit. C'est pas mal la phase la plus intense du jeu. Ouais, c'est ça. Comme les tours précédents, c'est vraiment tu build up pour ce conflit-là qui va arriver 3-4 fois pendant la partie au final. Il y a 5 conflits. Il y a jusqu'à 5 conflits dans la partie. Puis suite à une phase conflit, le prochain événement, ça va être une phase chameau dromadaire. Puis dans le fond, ça nous permet de diviser des régions. Ouais, c'est ça. Fait au fur et à mesure que la partie avance, il va y avoir de plus en plus de régions. Fait qu'à chaque conflit, il va y avoir de plus en plus de batailles. Plus en plus d'occasions de faire des points. Exactement. Puis c'est une façon aussi de contrôler comment la map est découpée, parce qu'on peut vraiment décider de séparer une région en deux puis se donner un avantage. Puis... Ouais, c'est ça, ça permet comme de casser les majorités. Puis c'est ça. Puis dans le fond, on va continuer, on va effectuer dans le fond toutes ces différentes actions-là, les événements vont s'enchaîner, on va améliorer nos pouvoirs. Je vais parler un peu plus de l'aspect amélioration des pouvoirs parce qu'elle est quand même intéressante. C'est que quand on fait l'action amélioration, on doit payer des followers en fonction du niveau d'amélioration qu'on est rendu. Il y a 3 niveaux. Dans le fond, on a un choix dans 4 améliorations. Puis souvent, c'est que niveau 1, dans le fond, on va permettre de faire des followers plus rapidement. Niveau 2, on va avoir des forces, des habilités qui vont être plus efficaces en combat. Niveau 3, on va permettre d'améliorer, dans le fond, notre capacité à faire des points. Puis à chaque fois qu'on améliore justement nos pouvoirs, on a cette espèce d'aspect de construction d'engin où justement on va essayer de maximiser nos forces pour progresser. Puis si on est le premier à débloquer ces pouvoirs-là, on peut aussi débloquer des monstres, des gardiens, qui sont des unités supplémentaires qu'on peut amener sur le terrain, puis qui vont avoir des effets particuliers. Entre autres, il y en a un qui fait que si un ennemi élimine cette unité-là, tout le monde perd des points. Il y en a une que, dans le fond, quand elle est éliminée, elle réapparaît immédiatement. On a des choses comme ça. Ouais, qui permettent de détruire des bâtiments des autres. Ouais. Fait qu'on on a quand même un peu de variabilité aussi là-dessus parce que on va pas toujours avoir toutes les mêmes gardiens en jeu d'une partie à l'autre. Puis comme c'est un jeu de Simon, ben on sait il y a plein d'expansions qui peuvent en rajouter un troll et d'autres. Ouais, ça il y en a puis un autre là, ils sont pas toutes essentielles là. Je pense que surtout que dans une partie, il y en a juste 3, dans le fond, qui vont être utilisés. Donc, ça, c'est pas mal le cœur, dans le fond, de Ankh. Jusqu'à ce qu'on arrive au troisième conflit, on a une nouvelle mécanique, une mécanique particulière à ce jeu-là qui a fait... C'est quand même polarisante. Ouais. Dans le sens où il y a des gens qui ont aimé cette mécanique-là, puis il y a des gens qui ont complètement haï cette mécanique-là. Qui refusent de jouer à ce jeu-là, qui disent que c'est un mauvais jeu, personne ne devrait en parler. À cause de cette mécanique-là. Qui, à mes yeux, c'est un peu exagéré. Le jeu peut aussi jouer à 2, si jamais tu l'aimes pas. En fait, j'ai entendu des très bons commentaires sur ce jeu-là à 2. Ouais, moi aussi,
Il va falloir qu'on l'essaye un moment donné. Qu'on puisse donner notre avis là-dessus. Ouais, pour jouer sans cette mécanique-là, parce que présentement, toutes mes parties ont été avec cette mécanique. La mécanique, c'est une mécanique de fusion. Ça se veut un peu un hybride de mécanique de rattrapage et une mécanique d'élimination de joueurs. Dans le sens où, quand on arrive au fin du 3e combat, les 2 joueurs qui sont le plus bas sur la piste de points vont fusionner. Ils vont finir avec, ils vont avoir le nombre de points du plus bas, mais ils vont garder les unités, les pouvoirs, puis les bâtiments de celui qui est le plus haut. Puis on peut conserver, dans le fond, tous les gardiens, tous les monstres qui vont avoir été obtenus. Dans le fond, on va avoir le pouvoir particulier des 2 dieux qui sont fusionnés. Ouais. Puis ils vont jouer en mode coop à partir de ce moment-là. À chacun de leur tour, ils vont juste pouvoir effectuer une action, peu importe. Ils vont faire juste une action, mais les 2 joueurs peuvent faire la même action. Dans le sens où le premier peut dire, OK, moi je vais invoquer des unités, le deuxième peut aussi invoquer des unités. Ou tu peux aussi, si t'es un après l'autre, dans le fond, briser la règle de faut faire les actions dans l'ordre. Tu peux recruter puis après ça déplacer tes troupes, par exemple. Exactement. Puis dans le fond, ces joueurs-là vont gagner ou perdre la partie ensemble. Ça se veut une mécanique un peu de rattrapage parce que ça permet dans le fond au dernier de profiter de la progression de l'avant-dernier. Le gros défaut, c'est que si, mettons, on joue à 4, qu'on est 4 vraiment proches, pis qu'il y en a un qui traîne la patte en arrière, ben il va juste comme tirer en arrière l'avant-dernier, tu sais. Ouais. Oui, ça peut tu peux vraiment perdre beaucoup dans la fusion, mais il y a moyen aussi de prévoir. Si tout le monde est un peu proche, là, je veux dire, tu sais, il y a moyen de prévoir un peu, de voir à l'avance qui va fusionner, puis de bâtir là-dessus. C'est un peu comme Rig, la dernière phase de conflit, surtout à plus bas compte, là, la dernière partie qu'on a joué, on était 3, fait que c'était facile de voir qui était en avant, pis que ça allait être toi puis moi qui allait fusionner. Fait qu'il y avait moyen d'être stratégique pour maximiser le bénéfice de la fusion. C'est ça, on a fait exprès de faire gagner dans les conflits celui qui était le plus bas, et d'essayer de conserver le plus d'armées possible à celui qui était le plus haut, pour avoir une fusion qui était le plus optimale possible, dans le fond. C'est ça. Puis ça, je trouve que c'est un aspect cool quand même quand tu peux te permettre de faire ça. Puis je trouve que c'est plus facile à 3 qu'à 5. Ouais, parce que à 5, le plateau est vraiment difficile à prévoir parce qu'il y a tellement de mouvements. C'est quand on fait une action de mouvement, on déplace toutes nos unités de 3 cases, puis tu sais, un terrain va être minimum 6 cases, mais ils vont tous être adjacents à 3-4. C'est dur à prévoir à nombre de joueurs élevé, je trouve. C'est ça. Puis tu sais, le système d'action est assez déterministique. Puis tu sais, la personne qui finit, tu sais, qui amène le marqueur à la fin de la piste qui a le bonus. À 5, moi j'ai trouvé que c'était un peu trop chaotique. C'était comme impossible de prévoir justement qui allait avoir quel bonus. Puis tu sais, j'étais pas capable d'essayer de m'arranger pour m'assurer ou me donner une bonne chance d'avoir un bonus à mon prochain tour. Ouais, c'est juste comme, il y a un bonus qui est disponible là, ben je suis aussi mal de le prendre parce que je sais pas quand est-ce que la prochaine occasion va revenir, tu sais. C'est ça. T'es un peu plus forcé de jouer en réaction. C'est plus dur de prévoir quand on est en nombre de joueurs élevé. C'est ça, c'est plus tactique que stratégique. Ouais. Tandis qu'à 3, ben là, tu sais, je savais que si je faisais pas l'action de déplacer ce tour-ci, mais que Vincent puis l'autre adversaire veulent absolument se déplacer, mais je sais qu'à que ça revienne à moi, mais que je me déplace, je vais pouvoir gagner le bonus, je vais pouvoir prendre le contrôle de ce monument-là ou avoir le tiebreaker dans le conflit puis pouvoir réagir à comment que les autres se sont placés. Fait que j'ai beaucoup plus aimé mon expérience à 3 qu'à 5. Moi, j'ai envie d'être d'accord avec toi sur ce point-là. Juste au niveau du chaos du plateau, là, la situation. Fait que c'est ça. On a la mécanique justement de fusion. Puis on a aussi le 4e conflit où là on a vraiment un concept d'élimination totale de joueurs. Si jamais on ne réussit pas à atteindre un certain niveau de points, passer le 4e conflit, on est tout simplement éliminé. Puis ça nous, c'est jamais arrivé. Non, puis beaucoup de reviews que j'avais regardé puis j'avais vu justement qu'au final l'élimination de joueurs arrivait à peu près jamais parce que justement t'as bien peur que ça arrive,
Mais quand tu commences à débloquer les pouvoirs de 3e niveau, tu te mets à faire des points tellement vite que c'est pas trop problématique. Mais en même temps, c'est que ça... Si tu traînes la patte, ça peut peut-être limiter ton choix de pouvoir de 3e niveau, justement. Ouais, ça te l'impose un peu parce qu'il y en a un, dans le fond, qui te permet de gagner plus de points tant que t'es dans zone dangereuse, si on veut. Et qui va être complètement inutile en fin de partie. Donc, si t'es capable de t'éviter d'avoir à prendre ce pouvoir-là, je pense que ça vaut la peine. Oui. Mais c'est ça, si t'es en retard, ben là, t'as comme pas vraiment le choix de le prendre si tu vas avoir une chance de survivre. Ouais. Mais tu sais, tu vas survivre, mais est-ce que tu vas réussir à t'en sortir pour vrai? C'est ça, tu fais-tu juste comme rallonger ton agonie au final. Donc, c'était Hank, Gods of Egypt, par Eric Lang et Adrian Smith, qui illustre, mais bon, il fait partie intégrante de la trilogie de jeux de Simon, qui inclut Blood Rage et Rising Sun. Cool. Donc, moi, de mon côté, je vais vous parler de Kemet. De ton côté ou de ton profil? Cool. Donc, de mon côté, je vais vous parler de Kemet. Un jeu de Jacques Barriot et de Guillaume Montiage, et publié par les éditions Matago. Si vous êtes un auditeur de longue date, vous connaissez probablement déjà ce jeu-là parce qu'on en a parlé dans les jeux joués récemment à notre épisode 2. Mais je trouvais que ça valait la peine de le représenter dans un duel parce que c'est vraiment un excellent jeu. Puis j'y ai rejoué récemment puis il est vraiment monté dans mon top personnel. Là, quand j'ai fait l'épisode 1, il était pas dans le top 5. Et ben, je peux vous dire maintenant, il a remplacé Inish. Je trouve que Kemet est meilleur. Moi, je suis totalement d'accord. Encore une fois, on a une thématique contrôle de pyramide. On est en Égypte. On vénère un dieu différent. Sauf que là, on n'a pas une d'asymétrie au départ. On commence tous et toutes identiques. Mais on va avoir une asymétrie qui va être émergente. Ouh. Donc, dès le début de la partie, en fait, pendant le setup, on va se choisir des pyramides, des couleurs de pyramides, en fait. Il y a 4 couleurs disponibles si on joue avec l'expansion, ou maintenant c'est intégré même dans le jeu de base avec la version Blood and Sand, que j'ai pas essayé encore, mais dans le fond c'est comme à peu près la même chose. C'est une version un peu améliorée. Là, mais moi je parle vraiment du OG Kemet. Avec l'extension nécromancienne. Tassetti. Donc c'est ça, on va avoir 4 couleurs de pyramides qui vont correspondre aux 4 couleurs de tuiles qu'on peut acheter. Puis dans le fond, les tuiles, c'est des pouvoirs qu'on va se rajouter à notre tableau, qui vont soit s'appliquer à une armée en particulier ou en tout temps, et qui vont être séparés par niveau. Fait que chaque couleur va avoir des tuiles de niveau 1, 2, 3 et 4. Et pour pouvoir se les acheter, ben il faut avoir une pyramide du niveau correspondant. Donc en début de partie, on va avoir 3 points de pyramide à répartir. On peut prendre 3 couleurs niveau 1 ou une niveau 2, une niveau 1, puis on choisira la prochaine plus tard. Puis on va faire ça dans l'ordre du tour. Fait que dès la mise en place, on commence déjà à enligner notre stratégie puis à se différencier tranquillement pas vite des autres joueurs. Ou on pourrait tout décider qu'on va avoir la pyramide blanche niveau 2 puis la rouge niveau 1, tu sais, puis être tout pareil. Fait que déjà on sait c'est ça un peu vers où nos opposants vont s'aligner, puis en réponse à ça, nous autres aussi, parce qu'il y a un ordre, dans le fond, ça se fait pas tout en même temps, il y a moyen aussi de prévoir qu'est-ce qu'on va faire. Ouais, si tout le monde dit qu'on peut zaguer, puis avoir moins de compétition pour acheter les tuiles. Puis c'est ça, les différentes couleurs ont différents focus aussi, ils vont toutes nous permettre de éventuellement faire des points puis d'améliorer nos armées. Mais les rouges vont être axés un peu plus sur l'attaque, les bleus vont être axés un peu plus sur la défensive, les blancs vont nous permettre de bâtir un peu plus notre engin de ressources, parce que dans le fond, on va avoir une ressource qui est un peu comme dans Hank, c'est qu'on a des points de prière, puis plus on en a, plus on peut les dépenser pour justement acheter ces tuiles-là, améliorer nos pyramides, invoquer des nouvelles unités. Tout va nous coûter de cette ressource-là. Donc les blancs nous aident à en accumuler plus facilement. Puis les noirs sont un peu un mélange de tout ça. Ils ont un peu tout, ouais, mais ils ont aussi un focus unité, ils permettent d'invoquer entre autres des zombies, des choses comme ça. Ouais, mais ils ont toutes des créatures qui vont pouvoir se rajouter à tes armées. Peut-être les noirs en ont un petit peu plus que les autres, mais bref. Donc on a 4 spécialisations, si on veut, qui
qui vont être différentes, puis c'est à nous de choisir dans les 3 quels on veut se lancer, puis dans laquelle on veut se lancer le plus vite pour être le premier à pouvoir acheter les niveaux 4 qui sont meilleurs. Parce que chaque tuile, dans le fond, la plupart va avoir juste un exemplaire. Il y en a quelques-unes qui en a 2. Mais c'est surtout dans les niveaux 1. Donc, on va être le premier à les acheter pour prendre celle qui fit le mieux avec notre stratégie. Puis un tour, comment ça va se dérouler, c'est que on va faire une action, puis après ça va passer au suivant. Puis dans un round, on va avoir 5 actions. Puis ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une action, on va placer un jeton sur une espèce d'emplacement dans notre pyramide. C'est un plateau personnel. C'est ça. Fait que, contrairement à Inc, la sélection d'action se fait vraiment sur notre plateau personnel. Mais on est aussi limité dans les actions qu'on peut faire parce que à la fin du round, il faut avoir un jeton d'action effectué sur chacun des niveaux de notre pyramide, puis il y en a 3. Fait qu'il y a un niveau qui est plus comme genre amélioration de pyramide, achat de tuiles. Il y en a d'autres qui permettent d'autres emplacements qui permettent de déplacer les troupes puis de faire des conflits si on arrive sur la même case qu'un adversaire. Il y en a qui te permettent de ramasser des points de prière, puis il y en a qui te permettent de invoquer des nouvelles troupes. Puis la façon que la map est faite, tout le monde est à distance égale de tout le monde. Parce que dans le fond, à partir de notre pyramide, on peut se téléporter en payant 1 point de prière. Non, 2 points de prière. On avait joué à 1, mais c'est 2. Ouais. Donc, on peut payer pour se téléporter sur un obélisque. Puis il y a des obélisques un peu partout sur la carte, donc on est toujours à peu près 2 cases de la capitale de tous les joueurs, puis de tous les points d'intérêt. Parce que sur la carte, c'est ça, on a les temples. Les temples, mais oui, attends, les temples, des pyramides, des obélisques. On se croirait dans Inc. C'est comme s'il avait copié Kemet. Mais qu'il l'avait amélioré. C'est discutable. On va avoir des trucs à changer. C'est ça. Il y a des temples sur la carte qui vont donner des points si on les contrôle, parce que encore une fois, c'est une course aux points, sauf que là, on vise pas d'en avoir 32, c'est 8 ou 9 ou 10, dépendamment de la version de règle avec laquelle on joue, puis si on veut une partie un peu plus longue ou un peu plus courte. Puis aussi, ce qui est intéressant, on va en parler, je veux pas, c'est qu'on a des points permanents, mais on a des points temporaires qui peuvent être volés. C'est ça. Parce qu'on a un point permanent si on gagne un combat dont on était l'attaquant. On a un point temporaire pour chaque temple qu'on contrôle. Mais que si on perd le contrôle, ben on perd le point. Puis on a un point temporaire pour chaque pyramide niveau 4 qu'on contrôle, que ce soit la nôtre ou celle qu'on ait pris à un adversaire. Puis on a des points permanents si à la fin du round, donc pendant la phase de nuit, on contrôle au moins 2 temples, ça nous donne un point permanent. Puis on a aussi une île où il y a des temples qui nous donnent des points permanents aussi. Ouais, le sanctuaire de tous les dieux. Parce que là, il faut sacrifier des unités qui sont présentes là pour nous donner un point permanent. Il y a aussi certaines tuiles qu'on va acheter qui vont nous donner un point permanent. Fait que bref, on a plusieurs façons de faire des points. On a des façons d'aller les voler aux autres. Puis on est incité à les attaquer parce que si on gagne un combat, encore une fois, ça nous donne un point permanent. Puis on a ces points permanents-là juste si on est l'agresseur. Si on se défend, on fait pas ce point-là, à moins... Il y a des tuiles... Il y a des tuiles qui permettent de le faire si on l'achète. Mais sinon, c'est ça, c'est une des seules façons assurées de faire un point permanent. C'est d'être agressif. Puis vu que tout le monde est proche de tout le monde, ça devient sanglant assez vite. C'est ça. Puis les combats sont cool, sont rapides, on compte le nombre de troupes qui est là, on ajoute les habilités des tuiles qu'on a achetées ou des créatures mythologiques qui sont avec cette armée-là. Créatures mythologiques qu'on peut avoir en achetant les tuiles, justement. Puis après, un peu comme dans Inc, on a une main de carte, qu'on a tous la même main au début. Il y a des cartes qui vont nous rajouter plus ou moins de force de combat. Mais il va aussi avoir des symboles dessus qui vont nous permettre de détruire les unités perdantes ou de se protéger contre la destruction de l'ennemi. Puis c'est ça qui est intéressant, dans le fond, c'est que gagne ou perd le combat, on perd pas nécessairement nos troupes, on va pouvoir les faire retraiter, ou on peut même décider de nous-mêmes les retraiter, parce que même si on a gagné, ou si on a perdu puis qu'il nous en reste, mais on veut pas être une cible facile pour le joueur d'après, fait que ça peut être avantageux de décider de non, je retourne toutes mes troupes dans ma réserve, puis je collecte des points de prière
pour ça, parce que dans le fond, ils se sont sacrifiés au combat, si on veut. C'est ça. Dans le cas des deux jeux, en fait, c'est des jeux où il n'y a pas des tonnes d'armées. Le nombre d'unités est assez limité, puis on peut rapidement arriver au moment où on peut pas en invoquer de plus. Fait que chaque unité est quand même précieuse. Puis une fois que t'as perdu un combat, t'es une cible facile. Ouais. Ben, je dirais pas qu'ils sont précieux, justement, ils sont tellement, dans les deux cas, assez faciles à invoquer. Un peu plus dans Kemet que dans Hank, qui sont expendable, là. Ça te dérange pas trop de les perdre si ça peut te faire gagner le combat, t'sais. Oui, mais après ça, t'es vraiment facile, t'es vraiment faible. Oui, souvent. mais tu peux les enlever. Ouais. Ouais, c'est là où justement que je voulais en venir, c'est que le fait de retraiter, même si t'as gagné, ça peut devenir une option viable. Quoique tu gagnes pas le point pour si tu fais ça. Ouais. J'ai rien dit. Fuir, c'est pour les faibles. Fait que c'est ça, on a un système qui incite les combats, qui incite à l'interaction. On a une course au point qui se fait assez rapidement, là. Tu sais, la dernière partie qu'on a jouée, c'était à 3. Les tours, ils tournent quand même assez vite. Tu sais, une partie, c'est à peu près 1 heure et demie. C'est sûr que si tu joues à 5, ça peut être un peu plus long. Ça dépend aussi, tu sais, il y a moyen aussi d'avoir un peu d'analyse, de paralysie de l'analyse. Surtout les premières parties, parce qu'il y a beaucoup de tuiles de pouvoir disponibles. Fait que là, tu sais, il y a quand même une bonne référence, là. Une petite tête de jeu qui les liste toutes, puis on est chanceux, nous on est bilingue, fait qu'on peut se passer ça en français, ça en anglais, fait qu'on en a deux. Mais tu sais, si vous avez des joueurs qui aiment ça, suranalyser tous leurs moves, ça peut valoir la peine peut-être de faire des photocopies avant de jouer comme ça. Chacun peut avoir son petit catalogue de magasinage de pouvoir. Ouais, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'options là, dans chaque couleur, à chaque niveau de pyramide, on a comme 5 options. 4 ou 5? Je pense que c'est 4. Ben, ok. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'options. Puis c'est ça. Puis dans le fond, tu sais, on peut penser à long terme, tu sais, justement, si on est déjà à la pyramide niveau 2. Tu sais, on sait qu'on a un peu une avance sur les autres dans ce domaine-là, fait qu'on peut essayer de construire sur cette avance-là, puis focuser bleu ou focuser rouge selon notre position de départ. Fait que il y a quand même je trouve un truc intéressant à cette progression-là, à ce plan à long terme de quelle tuile je vais aller chercher, puis la course dans ces tuiles-là. Je trouve que c'est vraiment le point fort du jeu, en fait. C'est là que toute la beauté, puis c'est là que tu bâtis ta stratégie, c'est d'essayer de trouver des synergies entre les différentes tuiles, puis trouver la façon d'être le premier à aller chercher ces tuiles-là, justement. À l'inverse, tu sais, si tu t'arrives pas à être le premier, ben d'être capable de pivoter, puis d'aller en chercher d'autres qui vont peut-être être aussi bonnes, mais d'une manière différente, tu sais. Ouais. Tu sais, au début de la partie, on a dit que justement, on fait un choix. Dans le fond, on peut mettre jusqu'à 3 pyramides, puis ou on peut en mettre 2 puis en augmenter de niveau. Mais il y a rien qui nous empêche, plus tard en cours de partie, de profiter des pyramides des autres en prenant le contrôle des territoires avec les pyramides des autres. Oui, ça nous permet après ça de magasiner dans cette couleur-là comme si on avait construit nous-mêmes cette pyramide-là. Fait que c'est ça, fait que tu sais, quelqu'un qui décide de dire, ben, moi je vais aller rouge, puis je vais la mettre niveau 2, mais j'aurai pas admettons, de blanche ou de noir, mais que je sais que mon voisin y en a une, puis qui est pas trop loin, ben, tu peux concrétiser là-dessus, puis aller chercher la tuile que tu veux en utilisant la pyramide de ton adversaire. Ouais, puis comme je disais, moi je trouve que c'est le point fort du jeu, c'est une asymétrie qui est émergente, qui est décidée par les joueurs. Là, je pense qu'on peut passer plus à la comparaison entre les deux jeux. Ouais. Moi je trouve que on a plus de choix, on a plus de façons de se distinguer avec ça. La shopping list de pouvoir est plus grande que dans Hank, puis est plus intéressante aussi. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup plus de variabilité, justement, du fait que t'as 3 ou 4 catégories de tuiles. À chaque niveau, t'as 4 choix. Fait que tu sais, t'as vraiment beaucoup d'options. Il y en a qui se ressemblent là-dedans pis qui s'entrecoupent. Mais même à ça, il y a plus d'options que dans Hank. Puis sont plus distinctes les unes des autres aussi. Ouais. Hank va simplifier. Dans Hank, c'est beaucoup plus simple, justement, parce que à chaque niveau de pouvoir, t'as 3 niveaux. Puis t'as 4 choix, dans le fond, par niveau.
puis tu peux aller en chercher 2. En fait, tu vas en chercher 2 par niveau. Fait que les joueurs entre eux autres vont être plus similaires justement en cours de progression. On a le pouvoir de base de chaque dieu qui crée une différence au début. Mais après ça, c'est ça. La symétrie vient plus de là que de... Parce qu'au final, on achète à peu près les mêmes pouvoirs, puis en plus, quand on va merger, ben il y en a un qu'on s'en sac de qu'est-ce qu'il a acheté, il va juste prendre celui de l'autre. Hein. Ouais. Mais là, en même temps, tu ne sais pas au début que tu vas merger. En tout cas, non. Si tu le sais, c'est peut-être que t'es pas très confiant en tes capacités. Mais ouais, c'est ça. C'est vrai que on a un jeu où on commence une asymétrie importante puis qui bougera pas beaucoup dans Hank. Qui va bouger, mais pas tant que ça. Puis à côté, on a Kemet où justement, tout le monde part pas mal égal. Puis après ça, ça devient plus wild, là. Tout le monde va avoir des... En fait, personne va être pareil parce que tu peux pas prendre la même tuile que quelqu'un d'autre. C'est ça. Parce que chaque tuile est unique, ou presque. Fait que c'est comme 2 façons différentes de gérer la symétrie. Kemet est plus complexe. Kemet t'offre peut-être plus de liberté, dans le sens où justement t'as plus de choix. Hank va être plus limité, mais t'as des pouvoirs de dieux qui sont un peu plus funky, puis qui peuvent faire quand même une certaine différence. Sont-ils plus funky que les tuiles niveau 4? Là, j'ai pas en tête les tuiles niveau 4, mais c'est l'idée, c'est que t'as un dieu qui peut voler les unités mortes des autres pour le rendre plus fort. Ça, c'est quand même intense. Ouais, mais tu sais, t'en as... T'as celui qui peut en summoner plus, t'en as qui font plus de points, t'as quand même... Ils sont assez différents. Faire plus de points, je veux dire, il y en a dans Kemet qui te permettent de faire plus de points aussi, tu sais, il y en a qui te permettent, qui te rajoutent les créations mythologiques qui sont un peu comme les gardiens, qui te rajoutent des forces de combat, il y en a qui te permettent de passer au travers des murs. Ouais, tu sais, qui est important pour attaquer les villes des autres. Il y en a qui te permettent de faire des points en défendant, il y en a qui... Oui. Là, on a la variabilité est là. Je veux dire, je peux pas... y a pas d'argument contre le fait que Kemet a plus de variabilité au niveau des tuiles, mais même au niveau de wilditude. Je dirais plus que tu peux construire, dans le fond, un build un peu plus wild en choisissant tes tuiles. Ouais, parce que c'est ça, tu peux les combiner ensemble. Mais à quel... Ben, j'ai quand même envie de dire que les pouvoirs des dieux de Hank vont être... Ben, il y en a un ou deux qui sont plus out of the box, là, comme tu dis, là, celui qui permet de voler des unités aux autres, puis en plus, c'est qu'il faut que tu les rachètes. Ouais, mais au final... Celui qui te permet de jouer 2 cartes combat à un moment, puis que tu fais juste... les gars, amusez-vous. Moi, ma stratégie de ce combat-là est béton. Puis, tu sais, c'est assez... Ils sont assez différents. Oui. OK. Autre argument, par contre, est-ce qu'ils sont balancés? Parce qu'en Kemet, si t'as un combo qui est brisé, ben c'est plus ou moins grave parce que tout le monde peut l'identifier, puis si tu vois que quelqu'un se dirige vers ça, ben tu peux y enlever le morceau qui fait que ça va être brisé. Parce que dans Hank, le dieu rouge, justement, qui permet de jouer 2 cartes dans un combat, je peux pas faire fuck all pour contrer ça. C'est vrai que au niveau de l'équilibre, je sais pas à quel point ils sont tous parfaitement équilibrés. Je pense qu'il y a moyen de tirer à profit le pouvoir de chacun, mais c'est vrai que c'est peut-être pas à toutes les parties que tu vas pouvoir briller avec tel dieu. Tu sais, on avait joué une partie, t'avais le dieu qui mettait des tokens du Underworld sur le plateau, puis lui, dans le fond, son pouvoir, c'était un peu pouvoir invoquer plus d'unités que les autres. Puis de bloquer des territoires pour les autres. Puis de bloquer des terrains. Puis là, ta première partie, elle a pas super bien été, mais après ça, la deuxième partie qu'on a jouée... C'est ce pouvoir-là qui a gagné. C'est ça. Fait que j'ai l'impression que c'est plus volatile. Puis c'est sûr que la première partie, on a joué à 5. C'était une partie où... C'était toute notre première partie aussi. C'est ça. Ça a joué beaucoup, là. Je me rappelle aussi, tout le monde a décidé de me tomber dessus au début de la partie, parce que, ben, tu sais, j'avais le dieu qui pouvait jouer 2 cartes. Je pense pas qu'on t'a tombé dessus plus qu'un autre. C'est même toi qui as gagné cette partie-là, là, je veux dire. Ouais. Mais je m'étais un peu plus informé aussi, là, veux pas, là, j'avais un peu le... Je m'étais dit, c'est toi qui avais les règles. Ouais, c'est ça, c'était mon jeu, puis
j'ai le goût de gagner, fait que je vais, je vais me mettre... Fait que je vais aller lire les stratégies, puis je vais tricher, c'est ça? Non. C'est plus de comprendre, d'aller chercher les petites stupidités qui peuvent t'avantager. Mais bon, en même temps, quand je gagne la première partie d'un jeu, dans ma tête, ça compte pas. Tu sais, parce que... Ouais, c'est une learning game, comme ils disent en anglais, une partie pour apprendre. C'est ça, exact. T'sais, d'avoir eu le jeu, puis de vouloir l'expliquer, puis de comprendre les détails, tu sais, ça me donnait un avantage, je veux pas. Là. Ouais. Puis justement, dans ce temps-là, quand je gagne la première partie d'un jeu que j'ai acheté, je suis comme... J'aurais fait un piètre démonstrateur du jeu si ça avait pas été le cas. Ouais. Normalement, si tu fais un bon teach, Ouais. c'est supposé égaliser ça. Fait que là, c'est de savoir à quel point est-ce que t'es meilleur pour montrer le jeu que pour le jouer, puis avec l'avantage de mieux connaître les règles. Si on revient aux moutons. Ouais. Donc, comme on disait, niveau, peut-être, c'est ça, construction d'engins, Kemet offre plus de liberté. Plus de décisions intéressantes. Ouais. Ça, je dois te l'accorder. Niveau thématique, je pense que les deux, c'est assez... J'aurais de la misère à déterminer lequel fait plus Égypte, là. Les deux... Dans les deux cas, je pense que c'est pas mal collé, là. Je veux dire, c'est un jeu de combat, puis de... Il y a des dieux, il y a des gros scorpions... C'est ça, ben tu sais, comme le matériel est super beau, reflète bien la thématique dans les deux jeux, là. Peut-être même un peu plus pour Aang que pour Kemet, si on veut aller là-dessus. Là. Ouais, mais tu sais, même à ça fait pas une énorme différence. Là. Non, c'est ça. Mais les deux, tu sais, ils ont... Ça pourrait être n'importe quel thème, pis ça marcherait pareil. Là. Ouais. Tu sais, là, le thème amène pas de mécanique particulière. C'est plus... C'est purement esthétique. Ben, tu sais, le côté des dieux qui meurent, tout ça, pis l'Égypte qui devient monothéiste, il y a un petit côté historique qui est là. Quand même. Ouais. Mettons. Un peu. Pas ça qui fait le jeu, mettons. C'est ça. Thématique, les deux l'exploitent. Bien, ouais. Correct. Quoi? Je dirais pas bien, mais correct. Ouais. Puis, tu sais, niveau matériel, les deux jeux sont beaux, je pense. Peut-être un peu plus, là. Les figurines ont plus de détails. Ouais, les figurines, ben, c'est du Simon, là, je veux pas, là. Les figurines la production est sur la coche. Ouais. Puis là, moi, j'ai la version au détail, parce qu'il y avait la version Kickstarter avec les pyramides en 3D, les obélisques 3D, là. J'ai regardé des photos, là, Ah ouais, ça look. c'est imposant. Mais la version au détail est très fonctionnelle, très Ouais. facile de savoir c'est une pyramide, un temple ou un obélisque, puis c'est acquis, puis tout ça. Ouais. Non, c'est ça, j'ai pas senti que, tu sais, c'est ça, l'upgrade esthétique était pas essentiel, au fond. Non, c'est ça. Puis dans le cas du Kickstarter aussi, tu sais, le plus qu'ils rajoutent surtout, c'était des gardiens supplémentaires que je sais pas à quel point ils sont vraiment essentiels au jeu parce qu'il y a quand même une diversité. Il y en a combien dans le jeu de base? Dans le jeu de base, il y en a 6, fait que t'en as 2 à chaque niveau. Mais ils ont quand même des pouvoirs très différents. Ouais, mais ils vont revenir vite. Là. Ouais. Mais en même temps, Ce qui va changer, c'est la combinaison des trois, peut-être. Là. Ouais. Mais ils ont quand même des pouvoirs suffisamment intéressants pour, je pense, diversifier la game de façon intéressante. Ouais, mais d'une partie à l'autre, ça va souvent... Ouais. De niveau 1, c'est un ou c'est l'autre. T'sais. Ouais. Non, c'est sûr. Mais bon, je les trouve satisfaisants. Sinon, côté sélection d'action, je pense que c'est comme la grosse mécanique de base des deux jeux. Oui. J'aime la simplicité de Kemet, mais l'espèce de... gestion des événements, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est vrai, parce que aussi, on l'a pas dit, mais si jamais on déclenche un événement à notre première action, on va juste faire cette action-là. Mais ça peut valoir la peine parce que justement, avoir les événements, c'est un gros avantage. Puis de façon générale, tu veux être celui qui le fait parce que c'est ta façon de prendre le contrôle de nouveaux monuments. Ouais. Puis d'avoir le Timebreaker en combat, c'est très menaçant pour les autres joueurs. Ça dépend. Ça dépend. S'il y a plus de plague, ça devient intéressant pas mal. Ben, ça dépend. Pas si t'as déjà comme toute ton armée à une place que tu sais que les autres pourront pas te rattraper, tu sais. À part s'il y a une plague. Mais si t'as assez de followers pour survivre, ouais. Fait que c'est ça. Je pense, pour une partie à 3 joueurs, le système est plus cool dans Hank.
J'ai pas joué à 4, là, mais j'aurais l'impression qu'à partir de 4, par contre, je préférerais Kemet. Ouais. Parce que c'est moins chaotique. Je sais que, à chaque tour, tout le monde peut déplacer jusqu'à 2 fois, tout le monde peut recruter juste une fois, tout le monde peut, tu sais, c'est ça, tes décisions sont liées à ton propre plateau d'action, puis interfèrent pas, justement, les actions des autres interfèrent pas avec ce plateau-là. Non. T'as le contrôle. Puis je peux prévoir plus facilement qu'est-ce que les autres vont potentiellement faire. Ouais. C'est vrai qu'à 5, ça devenait difficile, là. Puis surtout en étant c'est drôle parce que j'avais de la misère à déterminer si d'être le premier, ça te donnait un avantage ou un inconvénient. Moi, dans ma tête, j'avais l'impression que c'était comme un désavantage à 5 à Inc. Parce que les gens pouvaient déclencher des événements puis tout le temps te passer au-dessus de la tête selon les actions. Ouais. Ou en fait, le premier puis le dernier, c'était comme... On dirait qu'il y avait moins de contrôle parce que les événements, tu sais, ils se produisent... Selon le nombre de joueurs, ils se produisent plus ou moins vite, là. Souvent, c'est à peu près le nombre de tours par nombre de joueurs plus 1. C'est ça, fait qu'au début, tout le monde veut déplacer, tout le monde veut plier. Ça va souvent être le même joueur qui va pouvoir déclencher. Ben non, parce que le premier qui le fait... Attends, 2 joueurs qui suivent. Ouais. Ça va être ces 2-là qui vont avoir les événements, puis après ça peut faire boule de neige, puis ça va tout le temps être 2 autres qui vont finir par les avoir. Ouais. Bon, je sais pas à quel point ça a été vraiment... Ouais, un moment donné, ça finit par varier, parce que je veux pas, tu bifurques un peu, puis tu sais, au début, tout le monde fait les mêmes actions, ou presque. Tu sais, ça branche assez rapidement. Ouais. Alors que c'est ça, dans Kemet, tu fais tes affaires, puis t'es impacté par les actions des autres, mais ça va pas te forcer la main, dans un sens. Non. Niveau combat. Je pense que j'aime mieux dans Kemet, c'est comme, c'est rapide, c'est comme, je t'attaque là, j'ai tant de troupes, j'ai tant de gouttes de sang qui tuent tes unités, voici ma carte. Le combat dans Kemet est plus facile à gérer. Tu sais, c'est snappy, c'est comme, on joue chacun une carte, on jette chacun une carte, on révèle, on recompte, bam, c'est fini. Ouais. Mais moi, j'ai beaucoup aimé dans Hank parce que chaque carte a comme un pouvoir. Ouais, ben c'est ça, ça te fait réfléchir un peu. Il y a l'aspect mind game. Puis je trouve que c'est qu'il y a tout le temps moyen un peu de trouver une façon de t'en sortir. Dans Kemet, tu sais, si tu te fais attaquer par un scorpion géant avec 3 armées puis que t'as un petit bonhomme, tu vas perdre, tu vas jeter 2 cartes puis... Ouais, mais tu peux jouer ta carte qui va y faire perdre toutes ses troupes à lui. Mais qui est plus faible en combat, pis c'est ça, tu sais, moi, si je suis l'attaquant, faut que je pense, est-ce que c'est ça que l'autre va essayer de jouer, ou est-ce qu'il va essayer de jouer sa carte la plus haute? Là, s'il met sa plus haute, il y a des chances de me dépasser. Si moi, je joue ma plus basse, pis qu'il protège des gouttes de sang, justement, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, souvent, tu le sais un peu dans Kemet, comment tu sais, quand le combat commence, tu sais à peu près qu'est-ce qui va se passer. Tu peux savoir qui a plus de chances de gagner, mettons, mais comment que ça va se passer, combien de troupes qui vont mourir, c'est plus difficile à prévoir, je pense. Ouais. Mais c'est ça. J'aime beaucoup les cartes de Hank, parce que justement, il y a beaucoup Ben, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui ont pas rapport avec le combat, au final. Mais qui justement... C'est comme la petite twist d'Eric Lang, là, de comme... Ah ben, je vais faire des points pour mes troupes qui meurent à la place, ou mes troupes qui sont sur tel type de terrain vont valoir des points, ou vont me rapporter des followers. Fait que tu sais, c'est comme, tu rajoutes comme des mini-games par-dessus le combat. Ben moi, je trouve ça intéressant parce que ça fait qu'un combat que tu vas perdre, il y a moyen que tu fasses des points selon la façon que tu vas perdre. Parce que tu sais, des fois, ça évite un peu les effets de snowball. De boule de neige. Tu sais, c'est que... Ben, au contraire, moi, je trouve que tu builds une grosse armée, tu joues ta carte qui te permet de faire plus de points par unité qui gagne dans le combat, puis là, au conflit suivant, t'as encore ta grosse armée qui est là, puis là, tu sais que tu vas perdre sa play, fait que tu joues ta carte qui te permet de faire des points pour tes unités qui perdent, fait que tu sais, tes unités, ils ont payé 2 fois, là. Ça fait bien plus boule de neige comme ça, non? Je sais pas, j'ai pas eu l'impression qu'on a eu souvent cette situation-là. Tu sais, t'as pas non plus full intérêt
à avoir une trop grosse armée à une place, parce que tu sais, ton nombre d'unités est tellement limité, tu sais, t'as 6 armées, plus ton dieu, plus peut-être des gardiens. Mais si t'es tout seul dans ton terrain pis que t'as une grosse armée, ça veut dire que t'es pas impliqué dans les autres conflits. Si t'es pas impliqué dans les autres conflits, tu peux pas faire de points de conflit, tu peux pas faire de points de majorité. Parce que pour faire tes points de majorité de bâtiment, il faut que t'aies une unité qui soit là. Ouais, mais en même temps, ça, au début, t'as quoi? T'as 5, 6 régions? Selon les scénarios. Tu peux pas te splitter une unité par région non plus, là, c'est pas viable. Non, mais Fait que tu vas peut-être avoir deux armées, une plus grosse, une plus petite, puis peut-être une autre unité qui traîne quelque part. ça va dépendre aussi de comment le plateau est fait. Ouais, pis tes pouvoirs pis tout ça. Parce que le plateau évolue beaucoup à mesure que la partie va avancer. Puis ça, je trouve ça une autre dynamique qui est intéressante par rapport à Hank. C'est que à un moment donné, il y a des gens qui vont construire des monuments. À un moment donné, les régions seront plus les mêmes. Le plateau évolue en même temps que la partie, puis les joueurs vont évoluer. À Kemet, le plateau va rester fixe. Puis tout le monde est assez collé, mettons. Ouais. Ça, c'est... Ben, dans Hank aussi, là, t'es jamais vraiment loin de... C'est vrai que t'as beaucoup de mobilité. Tu sais, y a rien qui bloque ton mouvement, tu peux passer au travers des troupes, tu peux passer au travers de l'eau, tu sais. Ouais. Ouais, dans les deux cas... En 2 actions, tu peux pas te rendre de n'importe quelle région à n'importe quelle autre région. Ouais. Mais c'est ça. Mais t'as la dimension, modulation du terrain, fait qui rajoute un peu, justement, à ta gestion de ta partie. Ben, c'est un genre de ramp-up de tes points semi-artificiels. Semi-artificiel. Ben, je veux dire, il va y avoir plus de points qui vont se faire au 2e conflit qu'au 3e parce qu'on a rajouté une région, tu sais. Ouais. Définitivement. Parce que dans Kemet, l'escalade, ça fait plus par l'achat des tuiles, par la construction de ton asymétrie. Fait que, tu sais, c'est plus naturel comme escalade. Si je peux me permettre l'expression un peu. Ouais, c'est... c'est différent, parce que c'est ça, tu sais, t'as ton engin à toi versus t'as le terrain, tu sais, ton engin à toi, c'est un peu, c'est ta game que ça influence. Quand le terrain bouge, quand la carte bouge, c'est pas juste toi que ça implique. Ça implique les autres joueurs, puis c'est ça, il y a peut-être comme, ça va être drôle, là, parce que je veux dire, Kemet, il y a beaucoup d'interactions, mais il y a peut-être plus d'interactions dans Hank, justement, à cause de ça. Je sais pas, j'ai comme, c'est dur parce que j'ai peut-être parlé un peu en travers de mon chapeau parce que les deux jeux, tu sais, on se tape dessus constamment, tout le monde est proche, tout le monde est serré, on est constamment en train d'avoir des combats d'unité entre tout le monde, puis on peut se voler des bâtiments, sauf que là, dans Hank, le choix d'action, ce que les autres joueurs vont faire, ça va t'influencer. Ouais, l'interaction est plus là, que dans les conflits en tant que tel. Ouais, puis après ça, c'est ça, c'est qui va moduler le terrain comme il veut. Les deux sont quand même, tu sais, c'est des contrôles de territoire, on est tout le temps en train de se taper dessus, puis t'es tout le temps en train de regarder qu'est-ce que l'autre joueur va avoir fait pour toi, après ça, essayer de faire le meilleur move en fonction de qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. C'est 2 jeux où l'ordre dans lequel les choses se passent va être important. Dans Kemet, c'est l'ordre du tour. C'est être le dernier, c'est bon parce que tu réagis, les autres vont pas agir après toi. Ben oui, parce qu'ils vont avoir d'autres tours, mais c'est tu te positionnes. C'est toi qui vas avoir le dernier mot. Ouais. Mais si c'est égal, c'est toi qui vas être perdant. Ouais. Parce que l'ordre du tour est important dans le tiebreaker. Parce qu'à Hank, l'ordre dans lequel les actions s'effectuent, puis qui va aller chercher les bonus d'événements, ben là, ça c'est vraiment la clé. Bon, je pense qu'avec ça, on a pas mal fait le tour. Donc c'est à vous de parler. Dites-nous, est-ce que vous êtes Team Vince avec Hank, Gods of Egypt? Ou #Team Sam avec Kemet? Ou si vous avez un autre jeu de contrôle de pyramide qui est meilleur que Hank et Kemet, ben je vais être bien curieux de vous entendre. Ouais. Ou en tout cas, un jeu à thématique égyptienne, sinon. Fait que vous pouvez faire ça
par courriel, boardgameduel@gmail.com ou sur notre Discord, sur notre page Facebook, sur notre Instagram. N'hésitez pas, on est toujours très content de vous lire sur toutes ces plateformes-là et d'échanger avec vous. Ça nous fait toujours plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Oui, merci d'être là pour nous autres. C'est à cause de vous autres, au final, un peu qu'on fait ça. Absolument. Merci de partager la bonne nouvelle avec vos amis. Puis merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Et sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye. Peux-tu recommencer? Et dans ce duel, d'habitude, il est comme en face. Fait que là, je suis comme en train de tourner, mais je veux pas me tourner parce qu'il faut que je fasse face au micro. C'est compliqué avec notre nouveau studio. Ouais. Non, on améliore, on devient de plus en plus équipé. Là, faut juste savoir comment travailler avec du bon équipement. C'est ça, on change. Je sais pas si on améliore, mais on change. On essaie d'améliorer, en tout cas. Ouais. Je pense que j'ai parlé longtemps. En plus, je m'écoutais et je me disais, il me semble que je parle beaucoup. Tu vois, tu sais comment je me sens toutes les fois qu'on enregistre maintenant.